Ça fait partie, ce que je décris là, de tout cet environnement visuel, de slogans, de marques qui nous entourent et qui nous convertissent à notre insu, goutte à goutte, comme un poison, comme un venin. On est entouré de ça et on n'y prend jamais attention. Alors, je pense que nous sommes entourés de ce type d'images et qu'il y a des images dominantes auxquelles nous ne faisons pas attention nécessairement, mais qui d'une certaine façon, je vais aller un peu vite, mais je tiens quand même à le dire, après je parle vraiment de cinéma, ici je décortique. Je pense que toutes ces images dominantes ont un point commun, et que ce point commun, c'est le côté solo, c'est le côté solitude, et seulement la solitude ça peut être beau. C'est une manière de se remplir de soi, la solitude, non, les seulement. Nous délier. Je pense que la logique financière, la logique du capital est une logique de la déliaison, et que la majorité des images qui nous entourent nous habituent, nous accoutument à cette déliaison. Alors je vais juste prendre quelques images, mais c'est facile, vous pouvez faire le travail vous-même, mais faites-le en marchant. Qu'est-ce qu'elles nous racontent, les images que vous regardez, les images de la pub marchande ou pub même officielle. Alors je sais que j'ai déjà fait une fois, mais on en parlait hier soir, par chance, j'ai une image ici. Je vais vous montrer la publicité récente de la ville de Liège. Liège est la 3e ville de Belgique, c'est celle où j'habite, 200 000 habitants, une municipalité socialo-écolo, une FNAC, un magasin Ikea, 21% de chômeurs, donc une ville normale. Hein. Et c'est la publicité pour la propreté dans la ville. Hein. Voilà. Vous débarquez de Paris, vous avez envie de visiter Liège, et sur le quai de la gare à Liège, ben vous tombez là-dessus. Hop. Voilà. La caméra est là, donc je vais d'abord la montrer là. C'est fait, c'est de ça dont on va parler. Ma ville, c'est pas ta poubelle. Ta. Étrange dialectique. Ta. Toi, à l'étranger, c'est comme dans Lucky Luke qui arrive devant une ville, il est marqué étranger, passe ton chemin. Tu es l'étranger. Et tu es supposé sale. Moi, je suis propre. Ma ville, c'est à moi. J'en suis à la fois l'usager et le flic. L'usager et le vigile. Et je t'ai à l'œil. Mais j'ai rien fait, tu peux le faire. Je t'ai à l'œil, je te surveille. Ma ville, c'est à moi. Privatisation. Privatisation de l'espace public. C'est ma ville. Et toi, tu n'en es pas. Et tu ne pourras pas en être. L'écart est posé d'emblée. Image de la séparation. C'est la publicité officielle de la ville de Liège. Et regardez comment la municipalité socialo-écolo s'imagine la jeune liégeoise typique. Je ne suis pas un spécialiste de la chose capillaire, mais je pense que même chez Jacques Dessange, on ne les coiffe plus comme ça. Alors pour ne pas faire de sexisme, sur une période où il faut faire attention à tout ça, je vous montre la version mâle et qu'on en finisse. C'est mon frère et c'est le même coiffeur. Voilà. Mais c'est tout le temps, ces images, qui sont des images de la déliaison, supposées au service du public, parce que la cause est intéressante. Avoir une vie propre, on en rêve tous. Alors, je ne retrouve pas la deuxième image que je voulais montrer là, quelque part dans mon fourbi, je vous la décris. Il y a 3 ou 4 ans, je pense, Bruxelles, pour changer de ville, et toujours la Belgique, la grande campagne de l'UNESCO se tenait, un grand congrès annuel de l'UNESCO se tenait à Bruxelles, dans le centre de la ville. Il y avait d'immenses affiches partout dans la ville. Et le thème cette année-là, c'était « Sauvons l'Afrique ». Bonne idée. Sauvons l'Afrique. Alors la grande photo, vraiment, sur tous les murs de la ville, je vous la décris. Dans le fond de l'image, un conglomérat de pauvres noirs. Tous recourbés, indistincts, une masse informe, et il n'était pas possible de reconnaître un visage. Ils étaient recourbés derrière leur houe en train de planter peut-être un peu de manioc. Et à l'avant-plan, par contre, il y avait un autre noir que l'on voyait bien distinctement. Il marchait vers nous, vers son avenir radieux. Et lui était en costume cravate et en attaché-caisse. Et il venait vers nous.
Et dans le fond, les pauvres noirs, sa communauté, son peuple, sa tribu, que sais-je, sa famille, et un espace entre les deux, et il tournait le dos à sa famille. Et il venait vers nous, et le slogan disait, je ne mens pas, Mamadou a un business plan. Mamadou a un business plan, ensemble sauvons l'Afrique. Voilà. Et vous savez bien, on ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde, n'est-ce pas? Alors on va accueillir Mamadou. Pourquoi Mamadou? Parce qu'il s'est converti à nos valeurs. Il a le costume cravate, il a l'attaché de caisse, et il a surtout un business plan. C'est pas encore qui va terminer à Lampedusa. Mais bon, il vient vers nous. Et ça veut dire quoi, cette image? Ça veut dire qu'on l'a détaché. On l'a délié de sa communauté. L'image dit la même chose, et il s'agit de nouveau. Je prends exprès des images du service public. Je ne prends pas des images marchandes, mais c'est les mêmes. À propos de... c'est pas un service public, mais vous allez voir que ça va assez loin. Voici une lettre que m'a envoyée mon banquier. Mon banquier s'appelle Monsieur Ing. I-N-G. Ing. C'est un poète, c'est celui qui aime estampiller son nom à la fin des mots que nous aimons tant, coaching, managing, packaging, c'est Monsieur Ing. Et donc Monsieur Ing m'écrit, cher Patrick. Je ne rêve pas. Cher Patrick. Non, mais c'est quoi cette familiarité? On n'a pas gardé les cycles ensemble, hein? Moi, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Ing, c'était pour avoir un prêt, pour acheter une maison. Et j'ai dit bonjour Monsieur Ing. Lui, maintenant, il m'appelle Patrick. Alors, il me dit qu'il a de bonnes nouvelles pour moi, Monsieur Ing, que je vais payer moins pour mon assurance auto. Et que je peux découvrir en 7 minutes seulement mon économie. Il a ouvert un site internet rien que pour moi. Rien que pour moi. Mais pourquoi pour moi? Parce que je le vaux bien. Rien que pour moi. Ça s'appelle www.patrickpeitro.be. patrickpeitro.be. Il n'est pas écrit, chers clients, nous avons une bonne nouvelle pour vous tous. Nous allons vous faire des économies. Non, c'est pour moi. C'est Patrick. Alors j'ai appelé mon frère pour lui donner la bonne nouvelle. Il m'a dit, oui, c'est marrant, je suis la même, il en a ouvert un pour moi. www.denis.peitro.be. Alors, comme j'ai l'esprit mal tourné comme tous les Belges, ben, je suis allé un peu voir sur Internet. Donc, j'ai dit, oui, effectivement, il y avait Fabienne Peitro.be. Mais j'ai pas trouvé Mamadou. Il n'y avait pas Rachida Peitro. Il n'y avait pas Mourad. Alors, vous comprenez pourquoi l'Afrique a perdu le Paris-Dakar. Bon, voilà. En plus, c'est gentil, parce que moi, je n'ai même pas de voiture. Je n'ai même pas le permis. J'ai mes choses de fonction. Ça veut dire quoi? Séparation. Des liaisons. Séparation. Toutes les images vont dans ce sens. Ce n'est pas un hasard. Je ne dis pas qu'il y a un complot. Imaginez, c'est un mouvement presque naturel, auquel nous avons fini par nous habituer. Et c'est pénible. Pour ne pas taper toujours sur les mêmes, j'ai retrouvé un billet de tombola de la CGT. J'avais acheté sur un quai de gare à Tours. Un petit vieux, là, il ne voulait pas que je dois billet, c'est pour la caisse de retraite des petits vieux de la CGT. Il m'a dit, oui, il m'a un peu de commun dans la vie des gens, moi ça m'intéresse, j'en ai pris un. J'avais le numéro 423. Ça se prend, ils sont plus nombreux, là, hein, 423. Alors, je le retrouve après, et puis il me tient que je vais gagner. Marqué Montbrelot a gagné. Premier prix. Un séjour de 8 jours dans un village de vacances pour une personne. Si je gagne, je peux même pas amener ma femme. Voilà. Des liaisons partout. Voilà. Ça, je pense que c'est l'image dominante. Et que l'image cinématographique ou l'expérience artistique, pour le dire plus clairement, c'est le contraire. C'est le raccord. Et donc, en ce sens, et je vais m'expliquer, mais en ce sens, l'expérience, j'insiste sur ce mot, l'expérience. L'expérience artistique, pas l'expertise. L'expertise, c'est le domaine de l'audiovisuel. C'est le domaine du reportage. C'est le domaine des journalistes. L'expérience, ce dont exactement on veut nous priver. Notre expérience, notre faculté de nommer les choses, de vivre quelque chose par nous-mêmes dans la rencontre avec une œuvre d'art, par exemple, et d'en faire quelque chose de personnel. C'est ça, l'expérience. Eh bien, l'expérience artistique est par définition, et le cinéma ô combien, une expérience du raccord. Et par raccord, je n'entends pas uniquement le fameux raccord de montage. On prend un plan, on met un autre, voilà, pour recréer
illusion d'une continuité. Non, je parle d'un autre raccord dont on parle moins. Un raccord vertical. De là à là. De ce qui se passe sur l'écran à nous devant. C'est aussi un raccord. Quelque chose se passe sur l'écran, à condition qu'il se passe quelque chose. Ce qui arrive rarement. Le fameux coefficient cinématographique, c'est quand il se passe quelque chose, je l'expliquerai tout à l'heure, provoqué par l'acte cinématographique lui-même, et qui me touche. Pourquoi puis-je pleurer, encore aujourd'hui, parfois, devant ce qu'on appelle un vieux film muet en noir et blanc soviétique de 1920, et être touché, je sais pas, Autochenko. Parce que là, le monsieur qui est en train d'être filmé depuis 5 minutes, là, le vieux paysan, on appelle ça par mon grand-père, Jack, je suis raccordé. Parce que, subitement, ce qui se passe sur l'écran me rappelle des choses. C'est ça, être touché. Quand on aime un film, c'est d'abord pour des raisons personnelles. Après, oui, c'est parce que c'est bien fait, on veut, mais la première chose. Pourquoi je peux filmer devant un chien, ou le ciné, pas Walt Disney ou son équipe, il m'est arrivé quelque chose. Je veux dire par là que le propre de l'expérience cinématographique, c'est de faire remonter à la surface consciente de mon présent des choses qui étaient enfouies en moi et que j'avais oubliées. L'expérience cinématographique est une expérience de repeuplement. Je me repeuple. Des choses remontent. La forme fait remonter quelque chose. Voilà, du bas vers le haut. Je pense que on est très nombreux en soi. Nous sommes chacun peuplés. Mais que la logique du marché nous l'a fait oublier. Parce que nous sommes exsangues. Parce que nous sommes fatigués. Parce qu'on en a marre. On commence à avoir honte d'être ce que l'on est. Et qu'on n'a pas le temps. Il y a trop de boulot. Il faut faire 5 métiers pour avoir un salaire de merde. On n'a plus le temps d'y penser. On n'a plus le temps de lire. On n'a plus le temps de se rafraîchir la mémoire. Et à un moment donné, l'expérience artistique, quelque chose m'arrive devant un tableau, devant une pièce de théâtre, devant une sculpture, ou devant une phrase sublime dans un livre. Je lis Proust, Jack. C'est ça aussi. C'est l'expérience cinématographique, l'expérience artistique, c'est la même chose. Quelque chose m'a repeuplé. D'un côté, le marché et sa logique me vide. De l'autre côté, l'expérience cinématographique refait le plein. Me repeuple, je me reconstruis. Évidemment, raison pour laquelle il faut la casser. Il faut la casser et vous inviter aujourd'hui à aller voir Gaston Lagaffe. Puisque j'ai appris que, pendant que je vous parle, je ne sais pas si c'est Pâté ou UGC, pour dissuader les responsables de salle de venir m'écouter, on leur a mis une alternative, c'est Gaston Lagaffe. Moi, je suis belge, je le prends très mal. Parce que là, vous avez le vrai. Gaston Lagaffe. Voilà. Et on en est là. On en est là. L'expérience cinématographique est forcément minoritaire et va l'être de plus en plus. Alors comment la conserver? C'est notre boulot. Voilà, image dominante contre expérience cinématographique. Je vais aller plus loin, mais très vite. Image dominante. Outre d'être une image caractérisée par la déliaison, ce qui caractérise l'image dominante aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas de hors-champ. C'est qu'elle bannit volontairement, exclut le hors-champ. Et le hors-champ, lui, est insupportable. C'est ce que je remarque dans des images d'information, par exemple. En Belgique, on n'a pas ça, mais chaque fois que je passe en France, je regarde un peu la télé pour voir des nouvelles. Et donc je découvre des chaînes que je ne connaissais pas, LCI par exemple, ou BMTV, on va dire comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les chaînes d'information en continu, qui sont supposées nous informer, je verrai sur le mot information après, mais nous parler du monde. Cette image est toujours close. Cette image que je vois est toujours découpée en 4, voire en 6 morceaux, en 6 images. Tout doit être contenu dans tout. Là, je regardais hier soir, et il y avait, j'ai oublié. Évidemment, avec ça, on l'oublie, c'est fait pour ça. Mais non, je n'ai rien vu. Mais je me souviens qu'on on filme je ne sais pas quel événement, et puis en dessous, il y avait 2 barres, 2 bandes qui circulaient, une avec la météo du jour dans toute l'île de France, et l'autre avec les cours de la bourse, je ne mens pas. Et sur la droite, il y avait une colonne avec 3 images aussi. L'une disait ce qu'on allait voir après,
l'autre filmait quelque chose en parallèle, mais le son, je ne sais pas ce que c'était, et en dessous, il y avait la tête du présentateur qui allait suivre. Voilà. 6 images. Ça s'appelle une image totalisante. Voir une image totalitaire. C'est de prétention à tout mettre dans le plan. C'est pas un plan, à tout mettre dans l'image, à tout contrôler, à tout faire, à tout mettre en simultanéité. Voilà, le temps direct, la totalité du monde. Et ça va très très loin. Et donc c'est pas un hasard. J'ai regardé il n'y a pas longtemps la première course cycliste de la saison, ça se passe en Belgique, le circuit du Volk. Belle course. J'aime beaucoup le vélo. Et un de mes plus beaux souvenirs de cinéma, c'était une course cycliste. J'ai mis du temps à voir la télévision. Je l'ai eu en 1974, j'avais 14 ans. Et 74, je vais faire une digression, mais je vais parler de cinéma, rassurez-vous. Je vais vous parler d'Eddy Merckx. Eddy Merckx, champion cycliste belge, le plus grand de tous les temps, c'est une victoire au Tour de France. En 74, il s'apprêtait à gagner la 6e. Et le Tour de France commençait à être filmé. On avait le droit, non pas à toute la journée, mais à 2 heures par jour de transmission, les derniers kilomètres. Mais il n'y avait que 2 caméras. 2 ou 3 caméras, pas plus. C'est ça qui était beau. C'est qu'il n'y avait que 2 caméras, donc on ne pouvait pas tout voir. Et c'était une étape dans les Alpes, et il était en tête. Et puis il y avait une défaillance. C'est la dernière étape de montagne, il avait le maillot jaune. Un exploit. 6e victoire possible. En Belge, en plus, c'était important pour nous, parce qu'il en avait tous les Français. Ça nous aide bien. Et puis la caméra le suit. Voilà, le principe, c'est qu'on suit le premier. Quoi. On ne sait pas où sont les autres. Et puis subitement, on voit arriver Felice Gimondi, un ancien vainqueur, un Italien, à hauteur de Merckx. Il venait d'où? On ne savait pas d'où il sortait. Et puis Gimondi largue Merckx. Et là, on commence à comprendre, le spectateur, que Eddy, il y a peut-être une défaillance. Et Gimondi fout le camp, mais le caméraman français ne le suit pas, il n'y a pas assez de caméra. On reste quand même sur la star, sur Eddy Merckx. Et puis voilà qui pas que, survie on ne sait où, arrive un 3e coureur, un Français, Bernard Thévenet. Comme un cycliste, figurez-vous, il était né à la ferme du Guidon, ça ne s'invente pas, en Bourgogne. Et, réellement. Et donc, je suis un grand amateur de vélo, j'ai aussi écrit des bouquins sur le vélo, je ne vous mens pas, il est né à la ferme du Guidon. Et il côtoie Merckx, et puis il part aussi, il largue Merckx. Grave décision, un choix doit se faire, s'opérer pour le caméraman qui devient le metteur en scène. Je fais quoi? Je suis le Français ou je reste sur Merckx? Il suit le Français, se mettant à dos 9 millions d'habitants en Belgique, tout un peuple. Parce qu'après, Eddy, on ne l'a plus revu. On a suivi le Français jusqu'à l'arrivée, et il restait 10 kilomètres. Et nous avons passé tout l'après-midi à nous dire, il est où Eddy? Et il est où notre Eddy? À nous de voir. À nous de nous faire le film. On s'est fait tout un film cet après-midi-là. Nous, tous les Belges. Tout un film. Il a fallu attendre la fin de l'étape pour arriver Eddy, en larmes. Voilà, on n'a pas tout vu. La place du spectateur était dans le hors-champ. Dans ce qu'on ne voyait pas. On s'est fait un film, on s'est fait une fiction. Le hors-champ, c'est la place du spectateur, c'est la place du possible, c'est la place de la fiction. Que nous soyons dans un film documentaire ou pas, c'est notre place. C'est là qu'on peut commencer à rêvasser, à fantasmer. Alors là, la semaine dernière, je regardais le Volk. C'est une course classique, comme on dit, une journée. Surprise. La caméra était partout. Et c'était déjà comme ça dans le dernier Tour de France. Zinov. Pour la première fois maintenant, nous avons des caméras dans la voiture de chaque directeur sportif. Et nous avons aussi des petites caméras GoPro qui sont placées sur le guidon des coureurs volontaires. Comme ça, dans une étape de montagne, en descente, si le coureur, un peu distrait, dérape, ou rate un virage, et tombe dans le ravin, vous tombez avec lui. Voilà, c'est comme si vous y étiez. Nous sommes à la place du coureur. Et nous sommes maintenant partout à la fois. Et ce qui m'a surpris, c'est que à un moment donné, il y avait un Belge qui était en tête. Et le premier plan, le Belge est en tête. Et le deuxième plan, nous sommes dans la voiture du directeur sportif de ce Belge en tête. Et nous entendons et nous voyons le directeur sportif dire à ce coureur « Attends la fin de la montée et démarre. Là, tu accélères. » Je lui dis « C'est parti à 2, là, tu le lâches. » Et puis, troisième plan, un plan sur la montée. Et le quatrième plan, le coureur fout le camp. J'étais déjà au courant.
Je me suis fait chier, je dois prévenir. Même si je vais gagner, mais je me suis fait chier. Je me suis vraiment ennuyé. Je savais tout, pas de hors-champ. C'était partout à la fois. C'est ça, l'image dominante. L'image totalisante, donc totalitaire. Et elle va s'insinuer partout. Dans les images d'information, dans les images des émissions télévisées. Tout ça a été inventé par Love Story, souvenez-vous, il y avait des caméras dans les pommettes. Et puis, même dans les émissions de sport. Alors comment voulez-vous que ça ne s'insinue pas aussi dans certaines images dites de cinéma? Alors je vais vous décrire ce qui pour moi est l'image même du pouvoir. Et je vais peut-être en choquer certains d'entre vous, parce que beaucoup d'entre vous ont sans doute aimé ce film, et c'est normal, et parce que j'ai tout fait pour, et ma mère aussi a bien aimé. Donc. Et ça s'appelle Home. H-O-M-E. Home est un film de Yann Arthus Bertrand. Pas le ministre, l'autre, Yann Arthus Bertrand. Home, vous devez connaître ça, puisque nous avons été sommés, au niveau planétaire, de voir ce film. Alors, il faut se lever quand on filme. Nous sommes d'être vus à ce point-là, puisque ce film-là est sorti le même jour dans toutes les villes du monde. Vous me direz, ça c'est normal, c'est comme Spielberg. Oui, mais à la différence de Spielberg, le film à la même heure, et tous les soirs, passait à 20h30 sur toutes les chaînes du monde. Enfin, au moins une par pays. C'est passé en même temps à la RTBF, c'est France 3 pour la France, à la RAI, partout. Et comme si ça ne suffisait pas, ce film a en plus été vu dans des séances en plein air, dans une vingtaine de grandes villes du monde. Il a été vu en même temps et à la même heure sur la grande place de Bruxelles, au quartier de la Défense à Paris, sur la place Rouge, la place Tiananmen et devant la Maison Blanche à Washington. Voilà. Donc quand un film veut se faire voir à ce point-là, il faut quand même se poser des questions. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? C'est pas normal. Alors Home, vous connaissez, c'est la version dite cinéma d'une émission de télévision très célèbre qui s'appelle La Terre vue du ciel. Ça a démarré en France, sur le répertoire, région par région. Voilà, il y a eu la Normandie vue du ciel, je sais pas moi, le Berry vue du ciel. Et ça s'est décliné dans d'autres chaînes de télévision. Nous avons une version belge avec la petite ceinture de Bruxelles vue du ciel. Bon, j'imagine qu'il va y avoir le Vatican vue du ciel, ça vous dirait c'est un peu normal. Et voilà, donc on prend de la hauteur. Ce film prend de la hauteur pour nous prévenir, nous, des dangers qui menacent notre belle planète. On n'est pas plus con que les autres, on est aussi libéré au monde, on est tout grand. Bien, monsieur prend de la hauteur et Yann Arthus Bertrand, donc il a tout filmé d'en haut, à bord d'une montgolfière, avec évidemment un parfumoir dans la nacelle, parce que le film a été financé par une banque, Fortis Paribas, et donc avec des moyens que nous ne possédons pas. Et il a survolé, en tout cas c'est ce qu'il a dit, il a prétendu avoir survolé tous les pays du monde, à l'exception de la Corée du Nord qui n'en a pas voulu. Je ne vais pas défendre ce régime dictatorial, qui est un des pires de l'histoire du XXe et du XXIe siècle, mais reconnaissons quand même à ce régime tyrannique une belle chose. Ils ont fait un beau truc en 50 ans de dictature, empêcher le survol de leur territoire par M. Yann Arthus Bertrand. Et donc, monsieur survole l'intégralité de la planète, et on y voit de très 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 beaux plans. Souvenez-vous, un troupeau d'éléphants, fendant la savane à la queue leu-leu, c'est splendide, suivant une piste sans doute tracée pour un troupeau précédent, comme quoi c'est toujours la marche qui fait le chemin. Un très beau plan. Je me souviens dans notre plan, on voit un petit ours polaire en train de flotter comme un malheureux à la dérive sur un petit bout de banquise qui s'était détaché, comme s'il était sur un morceau de sucre dans un café. J'ai cru apercevoir Stéphanie de Monaco sur son rocher, mais un copain qui a vu le film 2 fois me certifie que je me plante, il s'agissait d'une otarie. Je veux dire par là que je n'ai pas vu un humain. Je n'ai pas vu un être humain dans ce film. Voilà. Alors, je veux bien qu'on prenne de la hauteur. Ou non, je me méfie des gens qui prétendent prendre de la hauteur. Je préfère ceux qui me disent qu'ils prennent de la distance. Oui, prendre de la distance, prendre du recul, et prendre de la hauteur. Se détacher du monde. Pour mieux voir. C'est ça le but, c'est pour mieux voir. Oui, mais alors à quoi ça sert de survoler Bornéo si ce n'est pas pour voir le génocide des Papous en cours par l'armée indonésienne? À quoi ça sert de survoler le Darfour si ce n'est pas pour voir la famine qui s'y déroule
sous ses yeux. Ça sert à quoi? Voir. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourtant, il a pris de la hauteur. Ça me fait étrangement penser à ces avions anglo-américains qui, à partir de 1943, ont survolé l'Allemagne nazie, prenant des milliers et des milliers de clichés, photographiant mais toutes les installations, les infrastructures qu'il faudrait bombarder en 1945. Et ils ont tout photographié, mais ils n'ont rien vu. Je veux dire qu'ils n'ont rien vu parce que dans les photos, et on peut les découvrir ces photos maintenant, les archives sont libérées, ils ont photographié Dachau, Buchenwald, Bergen-Belsen, Auschwitz, et on peut tout voir. C'est marrant, ils n'ont rien vu. C'est pas ça qu'ils cherchaient. Un cinéaste allemand, mort récemment, vidéaste, artiste, Harun Farocki, a fait un très beau film sur ces images. Je vous le conseille. Ça s'appelle Images de guerre, et je ne sais plus la fin du titre, mais c'est magnifique. Une vraie réflexion sur le regard. À quoi ça sert prendre de la hauteur?